Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Fleur de l'ombre, Sumire Hakusho en VO. Ouais, Hakusho, le livre blanc, comme pour Yu Yu Hakusho. Par contre, non, rien à voir avec le royaume des morts. Fleur de l'ombre, c'est le récit d'une femme, Sumire. 20 ans, belle. Belle, mais triste. Elle bosse comme caissière dans un grand magasin japonais durant les années 70, période d'essor économique important au Japon. Pourquoi elle est triste? C'est un tout en fait. Au départ, son père s'est pas occupé d'elle. Il est dans la politique, et vu qu'il a eu Sumire avec une maîtresse, pas d'école si tu vois ce que je veux dire, il ne l'a pas reconnue. La mère de Sumire, quant à elle, est en hôpital psychiatrique mais ne tardera pas à passer l'arme à gauche de manière tragique. Bref, le tableau qui se dessine est pas joli. Mais si en plus de ça je t'annonce que Sumire s'est faite mettre en cloque par un mec marié et qu'elle va devoir avorter sous peu, tu peux vite dire au revoir au pays des bisounours. Bon, je sais pas si t'es au courant, mais un enterrement, ça coûte cher. Et c'est pas la paye de caissière de Sumire qui lui permettra de s'affranchir comme il se doit des dépenses occasionnées. Alors Sumire, elle prend la décision de devenir prostituée quoi. Ouais, pas facile de devenir une femme émancipée à cette époque-là au Japon. On a là une œuvre dessinée par le mythique Kamimura Kazuo, et son trait est magnifique. Oui, il fleure bon les années 70, mais dispose également d'un côté estampe japonaise super agréable. C'est doux, c'est fluide, c'est beau quoi. Bon, t'as pas de gros détails dans les cheveux, mais la justesse des lignes permet au dessin d'avoir une sacrée gueule. Par contre, même si j'adhère 100% au style réaliste de Kamimura, j'ai un peu plus de mal lorsque le mangaka dessine des personnages de manière caricaturale. En gros, les beaux sont beaux, mais les moches se fondent mal dans l'ambiance globale. D'autant plus que la grande présence des décors renforce également l'aspect réaliste du titre. On baigne littéralement dans la vie citadine japonaise des 70s. Pour la réal, Kamimura était également hyper doué et maniait brillamment le rythme posé de sa narration grâce à son découpage varié et structuré, grâce à ses tailles de cases, s'appuyant fréquemment sur de pleines, voire de doubles pages, mais aussi et surtout grâce à ses cadrages. Ouais, il avait le chic pour te mettre en avant un détail du décor, utiliser une plongée massive, composer sa case pour mettre en avant une émotion particulière. Bref, de la réalisation à la fois lyrique et posée. Ah, si, juste un petit truc qui m'a chagriné. Certaines de ces plongées sont pas franchement réussies, surtout les plongées où figurent les persos moches. Ça leur fait des grosses têtes encore plus mal proportionnées. Pour l'édition française, c'est Kana dans sa collection Sensei qui compile l'intégrale de cette série en 2 gros volumes, initialement sortis en 4 tomes au Japon. La jaquette de ce volume 1 reprend celle du volume 2 japonais avec un jeu de décor radicalement différent. Elle est pas vilaine et donne bien le ton triste et mélancolique que va revêtir l'œuvre. Mention spéciale pour l'habillage graphique de la tranche qui, en gardant l'écriture du titre en japonais, apporte un aspect classieux à l'ouvrage. Aspect renforcé par sa taille et son nombre de pages. Et même si le papier est un poil trop fin à mon goût, ce volume se prend super bien en main. C'est peut-être tout con, mais c'est important pour un titre qui sera pas lu en 15 minutes. À part ça, la trad est super solide et t'as même droit à une postface hyper intéressante et contextualisante d'Anne Garrigue, journaliste spé dans la culture asiatique. Je vais pas te faire ici le compte-rendu de la bio de Kamimura Kazuo, mais sache juste qu'il s'agit d'un auteur phare dans le développement du Gekiga et qu'il a malheureusement disparu prématurément en 86 à l'âge de 45 ans. Il a bossé avec les plus grands, Koike Kazuo et Kajiwara Ikki en tête, et ses mangas ont remporté de nombreux titres au Japon, mais également en Occident. T'as d'ailleurs eu une expo qui lui a été consacrée par le FIBD en 2017. Il a pas mal bossé sur la condition féminine et sur les changements de la société japonaise, et tu sais quoi? On retrouve bien entendu ces 2 thématiques dans Fleur de l'ombre. Et même si, à un moment donné, j'ai eu un léger doute concernant la qualité narrative de l'œuvre, le résumé de la 4ème de couve m'a absolument pas transcendé. Dès les premières pages, en fait, j'ai grave accroché. Déjà, l'ambiance générale est super bien transcrite. Du début à la fin du manga, tu te sens littéralement vivre dans les années 70. Les persos, les mentalités, les décors, les objets, tout y est. Revenons aux persos justement. Sumire est, durant tout le volume, le cœur narratif de l'œuvre. Mais autour d'elle vont graviter plein de protagonistes super riches. Qu'ils soient décalés, comme sa copine Bouboule, avec qui elle va faire un peu de colloque, ou bien le vieux, qui va l'entretenir un certain temps, ou alors
qu'ils soient plus classe et plus sérieux comme le joueur de shamisen, leur construction est cohérente et aide non seulement à définir l'époque, mais aussi à définir Sumire. Car oui, il va bien être question de se définir pour l'héroïne. Qui est-elle? Bon, à la base, c'est une question qu'on se pose un peu tous, mais quand t'es une femme au Japon, où, je préfère te le rappeler, t'es surtout relayée à faire des gosses, entretenir la maison, fermer ta gueule, et que, de surcroît, t'as pas véritablement de père, pas facile du tout de trouver sa place et de s'accomplir. Alors elle va se chercher la Sumire. Elle va même se chercher un bon bout de temps en expérimentant pas mal, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'aurais peut-être dû t'en parler direct, mais ce manga est réservé à un public averti. Est-ce qu'elle y arrivera? Est-ce qu'elle arrivera à se trouver? On verra bien, car c'est même pas le plus important. L'important, c'est le chemin qu'elle va emprunter, que de nombreuses femmes vont emprunter durant cette période d'explosion économique où les mœurs ont drastiquement évolué. Oui, car ça aussi j'ai bien apprécié, ce petit tacle glissé là à la société de consommation naissante qui, alors à ses balbutiements au début des années 70, est désormais un des principaux mots de nos vies industrialisées. Mais pour faire simple, je te recommande chaudement Fleur de l'ombre. Que tu sois une féministe endurcie, ou bien que tu sois un macho fan de bière et de foot, bon, peut-être pas non plus, que t'aies connu les années 70, ou bien que t'aies à peine la vingtaine, ce titre te permettra de comprendre comment on peut se construire dans un environnement non stable et en perpétuelle évolution. Et au final, c'est pas des caractéristiques du monde dans lequel on vit en ce moment, hein? En tout cas, voici quelques conseils pour aller avec Fleur de l'ombre. Déjà, Lady Snowblood, qui reste, je pense, l'œuvre phare dessinée par Kamimura et scénarisée par Koike Kazuo. C'est l'œuvre d'une femme guerrière qui va vivre durant une autre grosse ère de changement au Japon, l'ère Meiji. Et tu sais quoi? C'est l'œuvre qui a inspiré Tarantino pour son diptyque Kill Bill. Yeah! Après, t'as une femme de Showa, toujours dessinée par Kamimura, mais pour le coup, scénarisée par Kajiwara Ikki. Ça parle de quoi? Ben, si ça t'intéresse, t'as juste à cliquer sur le lien en haut à droite. C'est bon, t'as vu? Et pour finir, même si on s'éloigne un peu, t'as peut-être entendu parler d'un manga à succès en ce moment, c'est A Romantic Love Story. En gros, ça va te causer d'une mangaka qui est pas trop dans le trip fleur bleue et compagnie. Elle préfère les shonen de baston bien bourrins. Problème, c'est qu'elle va cartonner grâce à une série harem manga. Le point commun avec Fleur de l'ombre? Tout simplement le développement d'une femme ne suivant pas les codes de base. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Fleur de l'ombre. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.